émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir les amis, bienvenue à ce 6e numéro du club. Au menu, la liste d'Hervé Renard pour le choc contre la Côte d'Ivoire. Rencontre prévue le samedi 12 novembre à Marrakech en éliminatoire de la Coupe du Monde. Également au programme les difficultés de Mehdi Benatia en ce début de saison avec la Juventus de Turin. Et puis bien sûr, la soirée de Ligue des Champions. On a déjà 4 qualifiés pour les 8e de finale. L'Atlético Madrid, finaliste de la dernière édition, le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain et Arsenal. Le sommaire de ce 6e numéro du club, c'est parti. Hervé Renard a dévoilé sa liste pour la Côte d'Ivoire. A noter le retour de Soufiane Boufal qui revient après sa blessure. Lui aussi rétabli le capitaine Mehdi Benatia. Out en revanche, Mounir Roubadi et Nabil Derar toujours à l'infirmerie. Revenu en Italie pour retrouver du temps de jeu, Mehdi Benatia ne semble pas être le premier choix de l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, qui ne l'a pas aligné lors du choc face à Naples. Faut-il alors s'inquiéter de la situation du capitaine des Lions de l'Atlas avant des échéances importantes pour la sélection marocaine? Joueur après joueur, le Real Madrid blinde son effectif. Menacé d'une interdiction de recrutement, le club merengue a étendu le contrat de Gareth Bale jusqu'en 2022. Dernier épisode en date d'une vague de prolongation qui pourrait culminer avec la star Cristiano Ronaldo. Et la Dream Team réunie, la Dream Team au grand complet pour ce 6e numéro du club avec la revenante. Et là, je ne parle pas de ma veste, mais plutôt de celle que tout le monde réclame dans le club, comme si nous, on ne servait pas à grand-chose, les amis, dans cette émission. Julie Rosselin, bonsoir Julie. Très bien joué Jalal, bonsoir. Je vois que tu me coupes l'herbe sous le pied sur la veste. Effectivement, j'avais une petite vanne de prête, mais bon, tant pis. Tu la garderas pour la prochaine fois que je mettrai une autre veste, parce qu'à mon avis, dans ta garde-robe, il y a de quoi faire en termes de vanne. Pas beaucoup. Ouais, ça oui. En termes de vanne, ouais. Là, vous pouvez être servi. Avec nous également, l'indéboulonnable Reda Alleli. Bonsoir Reda. Bonsoir. L'indéboulonnable, et je sais de quoi je parle. C'est le seul avec moi à ne pas rater aucune émission, aucun numéro du club. Avec nous aussi Amine Rahmouni. Amine, c'est un petit peu notre spécialiste du hashtag. Bonsoir Amine. Ça fait le dire. Bonsoir Jalal. Ça va? Ça va très très bien. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Donne-nous le hashtag. Comment? Le hashtag. Bah ouais, le hashtag le club, bien évidemment. Le hashtag le club, si vous voulez participer à nos débats, mes amis, bien sûr, avec tous les sujets qu'on a évoqués dans le sommaire et notamment, certainement, le sujet qui vous intéresse tout particulièrement, la liste d'Hervé Renard pour ce match contre la sélection ivoirienne. Hervé Renard, donc, qui a dévoilé une liste de joueurs marquée par le retour de Soufiane Boufal après sa blessure survenu en mai, l'ancien Lillois qui a montré qu'il était déjà affûté en inscrivant un bijou en Cup mercredi dernier. Soufiane Boufal qui revient, le capitaine Mehdi Benatia également, à l'inverse de Mounir Roubadi et de Nabil Derar, toujours à l'infirmerie. En revanche, 3 absences notables sont à signaler, Achraf Lazar et Omar Kadouri, qui paient sans doute leur manque de temps de jeu en club, mais surtout Youssef Al-Arabi, qui ne rentre visiblement pas dans les plans d'Hervé Renard. Pour animer l'attaque des Lions de l'Atlas, le technicien français préfère désormais le jeune Youssef Nsairi, le jeune attaquant de Malaga, et 2 attaquants de Ligue 2 française, Khalid Boutaïb et Rachid Lalioui. À noter également la présence de 2 joueurs de la Botola, Smaïl Haddad Ouidad et Walid Azaro du Difa d'El Jadida. Alors mes amis, peut-être je vais commencer par Amine, une réaction par rapport à cette liste. Une réaction. Moi, je dirais 2 joueurs de Botola seulement, ce qui pour moi est un peu décevant parce qu'on va quand même rappeler que ce match-là peut être déjà décisif dans ce groupe. Donc je pense que c'est ce groupe-là. Après, il reste encore 3 mois avant la CAN, bien entendu, mais je pense que la majorité des joueurs de ce groupe-là, on les retrouvera à la CAN. Donc c'était un bon signal de savoir
qui sera là sur ce match-là et qui ne le sera pas. Donc pour moi, 2 joueurs de Botola seulement, je pense qu'on aurait pu faire un effort supplémentaire. Après, ça reste effectivement 2 bons joueurs, un bon Haddad sur le retour, mais très rapidement. Et surtout, le jeune Walid Azaro de Jdida, qui avait marqué son premier but en Botola 1 il y a très précisément 1 an, quasiment jour pour jour, donc ça fait très plaisir pour lui. Et ce sera peut-être lui qui mènera cette attaque et pas Nsari. On verra bien. Mais quand tu dis seulement, est-ce que tu penses quel est le juste milieu? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait à un moment donné un balancier entre joueurs de Botola et joueurs de championnats étrangers? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se quantifie? Non, je parle pas en termes de juste milieu, mais bon, je pense que c'est un débat qu'on a eu depuis maintenant 2-3 semaines, le club, depuis qu'on parle de l'équipe nationale, mais en termes de représentativité, on va dire, effectivement, tous ces joueurs-là sont marocains, on va remettre la marocanité de personne en débat. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, voilà, on est tellement habitué à vivre et à grandir avec ces joueurs qu'on voit jouer toutes les semaines et d'en voir que très peu. Je dis pas qu'il faudrait non plus tous les joueurs de Botola avoir un groupe de 23 faits de joueurs de Botola, mais je trouve qu'aujourd'hui, cette Botola même est un peu dévalorisée à mon sens, parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe nationale devrait être à mon sens l'émanation des clubs. Et quand tu n'as que 2 joueurs, ce n'est plus l'émanation des clubs. Alors, moi, je trouve ça un peu léger, un peu juste. Et en creusant bien, je pense qu'il y a des joueurs qui mériteraient davantage leur place. Enfin, ça, c'est vrai partout. À part, je veux dire, à part aujourd'hui, à part l'Allemagne ou l'Espagne, même l'Espagne, hein, beaucoup de joueurs évoluent à l'étranger. Hein. Oui, les championnats ne sont plus l'ADN d'une sélection nationale. Ouais, mais au-delà de ce débat intéressant, bien sûr, parlons maintenant du volet technique. Self-control, pas d'intervention, pas de tac par derrière. Bravo, je te félicite, Reda. Alors, je disais, donc, au-delà ne pas avoir parlé. On peut rappeler qu'il est attaché ou pas? Non, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout attaché. Le volet technique, parce que là, il y a un match important à préparer, un match quasi décisif dans cette course à la Coupe du Monde. Important, on ne va pas dire quasi décisif. Est-ce que les joueurs appelés par Hervé Renard sont les meilleurs aujourd'hui, en tout cas, et disponibles? 2 choses. Je ne sais pas si c'est les meilleurs. De toute façon, on a appris depuis longtemps l'humilité, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir à juger ce que va donner un joueur en équipe nationale par rapport à ce qu'on voit en club. Et c'est pas valable uniquement pour les Marocains, mais pour quasiment toutes les sélections africaines. Aubameyang de Dortmund, c'est pas Aubameyang qu'on a affronté il y a 2 ou 3 semaines. Belhanda qu'on voit à Nice, c'est rarement, enfin qu'on a vu même à l'époque de Montpellier, c'est pas le Belhanda qu'on avait en sélection. Donc il faut être un peu, il faut attendre. Par contre, là, la bonne nouvelle, enfin pour moi, c'est qu'il n'y a pas de statut. C'est que Hervé Renard est encore en pleine réflexion. Des joueurs comme l'Arabi et l'Azhar et l'Arabi étaient des titulaires. Ouais. Ils sont passés de titulaires à non convoqués sans passer même par la case bande touche. C'est assez. Il n'y a pas de statut. Par contre, quelqu'un comme l'Arabi, par exemple, était adoré dans le groupe et défendu très très fort par des cadres de l'équipe nationale qui l'imposaient à l'époque de sa concurrence avec Hamdoullah. Donc aujourd'hui, ce statut est cassé. On a l'impression que Hervé Renard fait ce qu'il veut. Alors, je ne pense pas qu'il a trouvé sa formule. Il fait ce qu'il veut. Juste par rapport au cas L'Arabi, c'était une énorme déception pour Hervé Renard. Oui, mais ça fait des années. Non, mais juste lors du dernier match. Hein, c'est le dernier match de l'équipe du Maroc. C'était face au Gabon. Sur le banc de touche. Tu pouvais le garder comme une option B. Non, je ne pense pas. Non, parce que Hervé Renard avait fait une sortie qui était très remarquée et significative pour l'Arabie en disant que les joueurs qui partaient dans les pays du Golfe, ils compteraient beaucoup moins sur eux, voire même pas du tout. Donc effectivement, mais sauf que là, dans la liste, il y a des joueurs quand même. Il n'y en a pas 225 non plus. Il reprend Bossofa, Marc Bossofa. Il a pris l'Arabie sur le dernier match, il le sort. Donc je pense que le signal est très fort. Il sort à la mi-temps quand même. Le signal est très très fort. La cohérence qui a l'air d'être celle de la liste qui est temps de jeu égale sélection n'existe pas pour Youssef El-Arabi. C'est ça qui est finalement assez étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, je peux te dire, c'est que c'est pas la première fois que Youssef El-Arabi loupe ses matchs. Et je peux te garantir. Et loupe surtout les occasions. Et par des sources très, très sérieuses à l'intérieur du groupe, il avait un véritable soutien. Il était mis en équation. Il y avait des gens qui posaient leur présence par rapport à on veut l'Arabie et pas d'autres. C'est un scandale ce que tu dis. Non, c'est pas un scandale, c'est une vérité. C'est les sources qu'on a. Alors parmi les nouveautés et les bonnes nouvelles, le retour de Soufiane Bouffal, un joueur. Très longtemps avant de partir. Le retour déjà à la compétition. Le retour à la compétition. On va pas nier que le potentiel de ce joueur, pour lequel le club anglais de Southampton a cassé sa tirelire, a battu son record au niveau du recrutement. Il était blessé et là il revient et il revient bien. On parle d'un joueur qui fait combien de matchs?
Quelle est notre histoire avec Sofiane Boufel? 3 matchs ou 2? Oui. Voilà, donc restons. Non, Voilà, mais n'en faisons pas un héros, laissons les gens s'installer. Est-ce que j'ai dit qu'il était un héros? Non, mais quand on parle du retour de Sofiane Boufel, parce qu'il a marqué un but, moi je voudrais bien qu'il confirme en sélection, mais un but, alors bien sûr maintenant c'est YouTube, tout le monde voit les mêmes buts, etc. On a l'impression qu'il en a marqué 100, mais c'est le même qu'on a vu 100 fois. Reda, voilà. Reda, tu l'auras mérité, c'est l'une des nouveautés de cette émission. C'est pour te faire plaisir. On va le rattacher. Non, non, un carton jaune pour avoir déformé mes propos, monsieur Reda. J'ai pas dit que c'était un héros, j'ai dit que c'est une bonne nouvelle, le retour de Sofiane Boufel, c'est un joueur. Tu allais dans cette voie. Tu allais dans cette voie. Franchement, tu allais dans cette voie, sur la voie du héros. Tu es en train de défendre et de contester ma... Pas tout à fait. Alors, carton jaune pour toi aussi. Ça peut être possible. Non mais, non, il faut arrêter. Non mais plus sérieusement, je pense que le cas Sofiane Boufel est un cas emblématique aujourd'hui de ce nécessaire talent qu'on n'a plus en équipe nationale. Voilà. C'est qu'on va aujourd'hui voir en un sauveur potentiel chaque joueur qui, de l'avis de tous, est un peu plus haut techniquement que d'autres. Sofiane Boufel aujourd'hui a fait. Vous parlez de héros et de sauveur potentiel. Mais c'est un joueur qui a lui du potentiel. C'est tout. C'est pas un sauveur. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand tu parles de retour, on parle des grands retours d'un joueur. Non, il revient de blessure et il peut aujourd'hui compter sur lui. C'est un joueur qui a été important lors des derniers matchs de l'équipe du Maroc. Et notamment contre le Cap-Vert, il a été décisif. Voilà. Et la référence aujourd'hui, le repère qu'on a par rapport à cette sélection marocaine, c'est le match de Cap-Vert. Oui, non, mais c'est clair, un match. Voilà, 2 matchs. Aller-retour. Non, mais il n'a pas été brillant sur les 2 matchs, il a été brillant sur un match, le retour. Après, effectivement, aujourd'hui, Boufel, parce qu'il a démontré à Lille, on peut espérer que ce sera cette étincelle technique qui fera la différence. Et c'est pour ça que je peux comprendre cette histoire d'attente et de retour. Mais si on est contre retour à 3, c'est peut-être un peu tort. Donc on va simplement parler de bonnes nouvelles. Voilà. Merci Julie. Moi, j'ai même pas parlé d'excellentes nouvelles. J'ai dit que c'était le retour à la compétition de Sofiane Boufel. Et je vois que vous êtes tous, tous d'accord avec moi et vous avez tous décidé. Par contre, il faut qu'on soit d'accord sur une chose, c'est que tu interpelles les gens pour du hashtag. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. On fait comment pour les... Ah bah vas-y. Il y en a beaucoup. Hein. Donc il y a Faisal qui demande à l'idée non. Il veut savoir qui défend l'Arabie dans le groupe. Je peux pas le dire, c'est la protection des sources. Non, rapidement les questions, comme ça on... Alors il y a Salah Din qui nous dit que l'Arabie, malgré son hat-trick au Qatar, s'est montré peu décisif à Franceville. Non mais est-ce que ça veut dire qu'effectivement un retrait, un recul de El Arabi pourrait poser des problèmes dans ce vestiaire marocain? Tu penses ça? Je suis convaincu que si Hervé Renard est capable aujourd'hui de retirer l'Arabi, non pas de la liste des 11 mais des 22, c'est qu'il y a un rapport de force qui a évolué par rapport à ce qu'il était à l'époque. Taoussi ou Guéretz, en tout cas Taoussi, j'en suis convaincu, où il était impossible de faire ce, malgré la multiplication des mauvaises performances, c'était impossible de faire ça. Amine, d'autres Oui, il y en a beaucoup en fait. On dit que l'appel d'Azaro a tardé, on devait l'essayer lors du match contre le Canada pour faciliter son adaptation. Certains nous reprochent notre abnégation à défendre des joueurs d'Abotola Pro. Ça, je pense qu'on peut. Non, il parlait de moi. Il parlait de moi. Non, moi, j'ai pas encore de carton. J'ai droit encore à 2 tacles avant mon prochain carton. Certains se demandent aussi si tous les billets ont été vendus pour le match prochain contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une rumeur? Et si ça l'est, c'est un peu dangereux. Certains me demandent aussi regrettent que sur la liste ne soit pas présent Nahiri, le joueur qui est aujourd'hui très très en forme. Certains trouvent enfin une liste logique avec des joueurs polyvalents et surtout en forme actuellement. Ça revenait on revient à la question que tu posais tout à l'heure. Voilà, donc Henri Michel devrait jouer en 3-5-2. Henri Michel avec une liste, oh là là. Henri Michel qu'on salue. Hein. Non mais c'est horrible ce que je veux dire parce qu'en fait c'est tout le lapsus qui fait que pour moi Henri Michel était pour moi la meilleure période de l'équipe nationale de ces 20 ou 25 dernières années. Donc, et qui est resté 5 ans à la tête des Lions d'Atlas. Parmi les nouvelles, là vous allez m'interdire de dire ni bonne, ni mauvaise, ni moyenne, le retour de Mehdi Benatia à l'équipe du Maroc. Rapidement, avant de parler de la situation de Mehdi Benatia avec son club, la Juventus, Reda. Oui, c'est le capitaine d'une équipe. Il a commencé, moi je donnais juste un chiffre sur Mehdi Benatia. Il a des chiffres. Ouais, il a des chiffres. Il a des chiffres, il a même préparé l'émission. Hein. Non, la grosse saison de Mehdi Benatia, l'énorme saison de Mehdi Benatia, c'est 2013-2014. Voilà, c'est là où il fait sa magnifique saison à Rome, dans la foulée d'une excellente saison à Udinese. Mais moi, il y a un chiffre qui interpelle un petit peu, c'est quand même une carrière en pointillé, y compris avec l'équipe nationale. Et depuis 2008, où il a appelé en équipe nationale, il n'a que 40 sélections. Ça fait 5 matchs par an. Ouais.
c'est très peu. C'est très peu. C'est-à-dire qu'on a, c'est vraiment à l'image. Son talent, on le connaît. En même temps, sans vouloir faire l'avocat du diable, l'équipe nationale ne fait pas 72 matchs par an. Hein. Oui, mais elle n'en fait pas 5 non plus. Elle en fait pas 5 non plus. Ouais. Elle en fait pas 5 non plus. Il est souvent blessé. Voilà, c'est effectivement, c'est quelqu'un qui pour moi s'est un petit peu perdu au Bayern. Il s'est pas vraiment imposé. Je ne sais pas si ses choix de carrière sont judicieux. J'espère. Je ne suis pas convaincu par ses choix de carrière. En fait, je sais pas, à sa place, je serais resté un petit peu plus longtemps à Rome, où j'ai eu l'occasion de le visiter, où il avait un gros statut, une vraie place de titulaire, et quelque chose manière de peser dans la vie d'un club et l'histoire d'un club. Plus d'argent. Ce qui n'est pas en train de faire aujourd'hui en passant comme ça, dans des clubs où il ne s'impose pas. Ah bah justement, il est revenu en Italie pour retrouver du temps de jeu, mais Mehdi Benatia ne semble pas être le premier choix de l'entraîneur Massimiliano Allegri. Pour en parler avec nous ce soir, et pour la première fois, nouveau consultant spécialiste du calcio italien, Simone Rovera. Alors, Simone, est-ce qu'il y a un problème, Mehdi Benatia, à la Juventus de Turin? Ce n'est pas le début de saison que Mehdi Benatia pouvait espérer avec la Juventus de Turin. Bien sûr, il était arrivé en sachant que devant lui, il y a 3 défenseurs qui font la loi depuis quelques saisons en Italie. La BBC avec Barzagli, Bonucci et Chiellini, on la connaît depuis longtemps. Mais l'international marocain s'attendait probablement à trouver un peu plus de temps de jeu. Il a été arrêté par des blessures. Une blessure surtout en septembre à la cuisse gauche pendant le match Inter-Juventus, qui lui a fait perdre 4 matchs dans la foulée. Dans ces matchs, Allegri a trouvé d'autres solutions. Il a changé un peu aussi sa façon de jouer avec 3 défenseurs. Il utilise parfois un latéral à la place d'un défenseur axial. Donc, Lichtsteiner, Evra ou Daniel Alves, on a dépanné dans l'absence d'un des titulaires. Et Benatia s'est retrouvé un peu plus en bas dans les hiérarchies défensives de Massimiliano Allegri. Il reste toujours quand même un joueur important pour la Juventus. Il a joué 5 matchs en tant que titulaire, 0 quand même en Ligue des Champions, oui c'est vrai, mais peut-être que face à Lyon, il va retrouver une place titulaire dans un match important. La saison est toujours longue, donc il y aura encore beaucoup de matchs à jouer. Benatia aura la possibilité de retrouver son niveau et une place un peu plus importante dans l'effectif de la Juventus. S'il est arrivé du Bayern, c'est parce que la Juventus croyait en lui, voulait vraiment Benatia, et donc quand Allegri aura besoin de lui, son expérience et son talent seront la réponse à besoins défensifs de l'entraîneur italien. Voilà donc Simone Rovera qui rassure quand voilà, Massimiliano Allegri aura besoin de Benatia, sauf que le problème, et il l'évoquait tout à l'heure à Reda, c'est que peut-être le choix du club, là il est parti dans un club qui a l'une des meilleures charnières centrales au monde, la fameuse BBC, Bonucci, Barzagli et Chiellini. Il n'est que le 4e choix. Et le problème s'est posé, et c'est pour ça qu'on évoque ce sujet aujourd'hui dans le club, c'est lors du match au sommet le week-end dernier face à Naples. Et quand Chiellini s'est blessé, au lieu de faire appel à Benatia, il a fait entrer un latéral droit, Cuadrado. Ouais. Oui, on oublie de dire aussi une chose sur Benatia, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup blessé, très souvent. Oui, c'est-à-dire depuis qu'il a quitté la Roma. Et ça, on oublie à quel point ça peut peser sur une carrière, parce que quand on se blesse, il faut du temps pour revenir. Même quand on se soigne, après, il faut du temps pour retrouver le rythme de l'équipe. Tout à l'heure, Jalal, tu posais la question de savoir aujourd'hui, ça faisait quoi de voir Benatia revenir en équipe nationale. Moi, j'ai une question à vous poser à vous, directement, et aussi aux téléspectateurs. C'est qu'aujourd'hui, quelle image avons-nous de Benatia en équipe nationale? Qu'est-ce qu'on en retient quand on pose la question de Benatia? Et d'ailleurs, on a eu des réponses tout à l'heure, avant même d'avoir posé la question, il y a eu des tweets, un tweet marrant dans ce sens. Quelle image, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Benatia en équipe nationale? Le match de l'Algérie? Je pense que le problème... Non, pas quel match en particulier, c'est l'image aujourd'hui quand on voit Benatia en équipe nationale. Mais je suis désolé, je pense que le problème, justement, il est lié à ce que disait Reda. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir l'imaginer au sein de la sélection marocaine, tu ne peux pas l'imaginer de façon constante quelque part, dû à sa carrière discontinue. Et que du coup, mais c'est vrai, c'est un joueur
joueur qui n'a jamais eu de foyer, c'est un joueur qui n'a jamais eu de club. Et donc, du coup, tu as forcément du mal à te le représenter comme capitaine de ton équipe, étant donné que tu ne l'as même jamais vu avec le même maillot 2 années de suite. C'est pas forcément. Il y a des modèles de joueurs, hein, comme je pense entre autres à deux, les modernes, c'est-à-dire Zlatan et Ronaldo, le premier, l'avancement brésilien, qui effectivement le vrai, ouais, qui sont jamais inscrits dans l'histoire d'un club. C'est assez spécial. Oui, mais qui ont marqué l'histoire d'un club à un certain moment. Tu vois. Benatia, il y a beaucoup de qualités, ce garçon. Et il y en a une en particulier, c'est qu'il parle. Il suffit de lui poser des questions. Et moi, j'ai eu l'occasion de lui poser des questions. Il m'a parlé de ses doutes avec l'équipe nationale. Il m'a parlé de sa frustration, par exemple, sur la CAN 2012, où il a trouvé que sa performance n'était pas bonne. Il le dit. Il a le courage de le dire. Voilà. Il parle. Il sait qu'il n'est pas suffisant. Mais en même temps, il dit quoi? Il dit, moi, depuis que je suis arrivé, j'ai eu, je sais pas, Fethi Jamal, le maire, Moumen et les 3 assistants, Kuperli, Guéret, Taussi, Zaki, Hervé Renard. Il dit ça. Il dit, à côté de moi, j'ai eu, Oulhaj, Kontari, Kautari, Bilma'allim, Adoua, Fdal, Dakosa. Il dit ça. C'est pas, il dit ça. C'est vrai. Non, mais il dit ça, c'est vrai. Mais il le dit. Il dit, on peut pas y arriver comme ça. Et moi, au moment où je l'ai vu, c'était, encore une fois, dans sa plus grosse saison en 2013-2014, il disait que je me pose des questions sur mon engagement avec l'équipe nationale. Parce que, à l'époque, si tu te rappelles, il y avait le problème de la fédération qui avait dû refaire l'élection du comité, du comité. Il y avait eu le problème d'une vacance de siège. Il se pose des questions, il le dit, il faut l'écouter. Il se pose des questions. C'est quelqu'un qui, globalement, a un rapport de frustration avec l'équipe nationale. Est-ce que tu penses que ces questions, il se les pose encore aujourd'hui? Non, je pense pas qu'il se les pose aujourd'hui. Je pense que c'est réglé. Je pense qu'aujourd'hui, Hervé Renard a mis de la stabilité, que la nouvelle fédération est installée. On n'est pas dans cette espèce de trou qu'on avait. Par contre, sportivement, c'est sûr que c'est pas installé. Et je pense que ces doutes au niveau des clubs ne l'aident pas au niveau de la sélection. C'est clair, c'est clair. Et ils sont là, ils sont nombreux ces doutes. Parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est frotté au top, c'est-à-dire du Bayern, top 3 ou top 4 européen. Et ça n'a pas été concluant. Voilà. Qui va comme challenge retourner à la Juve. C'est peut-être pas ça le problème, Reda? Oui, je pense qu'il y a un problème de gestion de carrière. Parce que lui, il a été approché par le Milan AC, où à mon avis, il aurait beaucoup plus joué au Milan AC qu'à la Juventus. Et là, en optant pour la Juventus, c'est sûr qu'avec ses problèmes et ses blessures récurrentes, et avec les mastodontes qu'il a devant lui, eh ben, il risque pas de beaucoup jouer. C'est quelqu'un qui a une revanche aussi à prendre. N'oubliez jamais que Mlatea, c'est quelqu'un qui a, excuse-moi, Amine, qui a une évolution de carrière tard, qui a commencé dans la difficulté, qui a pas réussi à percer au centre de formation de Marseille, qui a traîné un peu en deuxième division, qui a été freiné par une énorme blessure, et sa revanche à partir du moment où il est arrivé à Udinese et à Rome, il l'a perçu comme une revanche personnelle, qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'il est dans la recherche de ce nom-là, de la Juve, du Bayern, etc. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer aussi ces choix de carrière qui sont basés plus sur le prestige que sur le temps de jeu. C'est juste une possibilité d'explication. Ça paye mieux, hein. On va quand même se rappeler un petit peu de son départ de la Roma, qui est quasiment conduit au bras de fer avec ses dirigeants, parce qu'il voulait vraiment aller au Bayern, qui lui double son salaire. Et c'est revenu. Troisième capitaine de la Roma, derrière Totti et De Rossi. C'est énorme quand on connaît le statut. Et il sortait effectivement d'une saison. Moi, j'avais été à Rome pour voir un de ses matchs. Et c'était, moi, je me rappelle dans les rues de Rome, quand on prenait le taxi, c'était après Totti, De Rossi, comme il disait, c'était l'idole du Stadio Olimpico à Rome. Hein. Ouais. Ça, de visu. Hein. Après, effectivement, pour répondre à ta question, non. Quand tu as le choix entre la Juve et Milan, tu vas pas au Milan actuel. Ce Milan actuel où tu as des joueurs, c'est impossible, à moins d'être d'un joueur de seconde zone qui n'est pas. Benatia a fait partie à un certain moment peut-être des 8-10 meilleurs défenseurs centraux du monde. Les chiffres étaient pour lui. Après, je suis désolé, quand Reda te parle de son engagement, ça s'est peut-être arrangé au niveau de la fluidité et de la stabilité, mais il y a les déclarations d'amour et les preuves d'amour. Mais je suis désolé par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure. Ce qu'on retient beaucoup de Benatia et les téléspectateurs aussi, c'est que c'est un joueur qui a quasiment raté tous nos grands rendez-vous pour peu qu'on avait à se déplacer en Afrique. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une position ou c'est un non-engagement qui est normal chez un capitaine? Moi, je réponds non. À aucun moment on remet en cause ses qualités, à aucun moment on remet en cause son ancienneté. Il est là depuis 2008, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Ça fait 8 ans, c'est très long. 40 sélections, c'est ce que je disais au début. Mais voilà, depuis 2008, 8 ans, 40 sélections, mais sur les 2-3 dernières années, très peu de matchs et très peu de matchs décisifs surtout. À mon sens, on devrait attendre davantage un capitaine de l'équipe nationale marocaine. Si tu prends cette liste donnée par Hervé Renard, de quel joueur peux-tu dire, lui ne m'a jamais déçu sur aucun rendez-vous?
par exemple, je peux te le dire, moi, Yassine Kharoubi, le locomotive de Plovdiv, n'a jamais déçu. Surtout, non, moi je peux te répondre. Moi, je Je connais pas. Moi je peux te répondre. Moi je peux te répondre. Non, mais rapidement, les gars. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. La manière avec laquelle je lui pose la question est un peu tendancieuse. Moi, Benatia ne me déçoit pas forcément sur ses matchs. Moi, Benatia me déçoit souvent dans le sens où, quand on l'attendait, c'est dans l'implication. Après les matchs, moi je reste persuadé que Benatia, quand tu rentres en tant que capitaine sur un match de Ligue nationale, il fait de son mieux et même 2 fois plus. Et donc après, effectivement. Et pour te sortir un joueur qui n'a jamais déçu, en équipe nationale depuis qu'il est arrivé, c'est le gardien de but, Mounir Mohamdi. Juste pour réagir à ce que disait Reda tout à l'heure, quand il parlait des sélectionneurs qui se sont succédés ces 10 dernières années ou 15 dernières années sur le banc des Lions de l'Atlas. Cette semaine, hier, pas plus tard qu'hier, Joachim Löw va prolonger son contrat avec la Nationale Mannschaft jusqu'à 2020. Et sachez que depuis que le football existe, l'Allemagne n'a eu que 11 sélectionneurs. Donc moins que nous. Il y a un domaine où on dépasse les Allemands, moins que nous, en 10 ans. Les Allemands, depuis que le foot existe, 11 sélectionneurs. On se retrouve dans un petit instant pour parler d'autre chose, parler de la Ligue des Champions et les qualifications d'un club allemand, le Bayern de Munich, de l'Atlético Madrid, de Paris Saint-Germain et d'Arsenal. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue donc dans cette seconde partie du club après la sélection marocaine des Lions d'Atlas, la liste d'Hervé Renard, la situation de Mehdi Benatia à la Juventus, la soirée de Ligue des Champions avec 4 qualifiés déjà pour les 8e de finale, le Bayern, Arsenal, donc le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid. Le match au sommet de cette soirée européenne, c'était bien sûr le déplacement du FC Barcelone chez Pep Guardiola à Manchester City. Pep Guardiola qui a pris sa revanche et Manchester City avec une victoire 3-1. Victoire méritée, Julie? Oui, victoire méritée. Déjà un très beau match et c'est à signaler. On ne s'est pas ennuyé un seul instant. J'aimerais également signaler qu'à la 21e minute de jeu, lorsque le Barça a ouvert le score, Amine, ici présent en face de moi, a immédiatement pronostiqué avec brio la victoire de Manchester City. Il y avait 3 huissiers. Il a fait venir des huissiers, il a tenu à ce Non, et là, moi, comme je veux récupérer quand même quelque chose, comme je veux récupérer quelque chose, donc ça veut dire que le casting de cette émission est excellent. Nous avons des gens et quand il avance un résultat. Cette facilité que tu as à ramener la couverture à toi, elle est extraordinaire. C'est clairement ta première compétence. Je saluer ton honnêteté intellectuelle, Julie. Merci encore. Donc Reda, victoire logique? Victoire logique, ouais. Enfin victoire de prestige déjà, parce qu'on n'a aucun doute que ces 2 équipes déjà vont se qualifier. Et ensuite, même si on sait même qu'ils vont se qualifier dans l'ordre, Barça 1, City 2. Mais il y avait un peu d'orgueil dans cette réaction. Voilà, la gifle, elle est mal passée. Ça a donné un match avec beaucoup d'intensité. Et une espèce, vraiment, oui, une question d'orgueil, une question de relever la tête, d'aller taper et on l'a vu, même quand il menait au score, il voulait rajouter ce 4e qui allait un peu laver l'affront. Donc c'est un grand spectacle, peut-être pas un grand jeu, encore une fois, mais un vrai grand spectacle et un certain plaisir que j'ai eu à retrouver cette équipe relever la tête, voilà, qui avait été un peu malmenée quand même et qui a passé un mauvais moment au Nou Camp. Alors, un plaisir pour Reda Alali de regarder ces matchs de poule, lui qui disait au tout début de cette émission, pas de celle d'aujourd'hui, en tout cas la première, que ça ne servait absolument à rien. Je viens de te dire 3 fois qu'il n'y avait pas servait absolument à rien, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, et qu'en 48 matchs, on va éliminer 8, et là, on a déjà 4 qualifiés. Logique, franchement, les 4 qualifiés logiques, parce que Arsenal, le Bayern de Munich, pas la Juventus c'est demain, elle pourra se qualifier aussi, le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid, Amine. Ouais, logique, comme tu dis si bien. Paris qui va gagner 2-1 sur un très très beau but de Meunier à la dernière minute du match. Voilà, oui, effectivement, logique. Après, c'est ce que disait Reda sur l'ensemble des groupes. Les favoris passent en général. Il faut vraiment qu'il y ait un miracle pour qu'il y en ait un qui trébuche. Maintenant, l'intérêt pour moi de ces poules, c'est peut-être pas beaucoup de suspense sur un
Barça, Man City, mais ça nous fait quand même des matchs exceptionnels à voir, avec plein d'intensité qui t'épuisent physiquement. Moi, à la fin du match, j'étais en transpiration, comme si j'avais couru avec eux. C'est prenant. Après, moi, même je si pensais tu sais que très bien. c'était la transpiration, c'était la faute à la pizza. Même pas la pizza, non, franchement. C'est pas la pizza. Non, c'est pas moi qui l'ai attaqué de front. Il n'y a pas beaucoup de pression, après on peut peut-être quand même se... Mais c'est du beau foot, quoi. C'est du vrai beau foot. Il faut le dire à ton voisin. Quand tu vois, moi, je me laisse pas depuis tout à l'heure, je dois revoir le but de Zil sur le troisième but d'Arsenal. Ah voilà quoi, une si belle déclaration d'amour aux amoureux du foot, ben moi je prends tout le temps. Donc effectivement, on sait qu'il va passer, mais on ne sait pas si on aura toujours des bons matchs. Et pour l'instant, on a quand même des bons matchs. Ouais, pas beaucoup de suspense. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques interrogations à soulever du côté du FC Barcelone, parce que je pense que ça fait quand même quelques matchs où on a du mal à plier la rencontre, et que ça devient peut-être une petite source de préoccupation. Mais ça joue à tellement de choses. Regarde, Oui, au Barça, ils sont menés 2-1. À une barre. Ils mettent à transversal Voilà. sur la frappe, sur une très belle frappe d'ailleurs, parce que le gardien est complètement en fraise, il le prend à contre-pied. 2-3 minutes après, ils partent en contre-attaque, ils mettent le troisième but. Donc ça tient. C'est pour ça que je pense pas que Barcelone aujourd'hui soit en difficulté totale, mais je dis juste, bon voilà, tu as des occasions, tu rates, c'est un peu moyen. Moi je trouve que ça reste, voilà, Cela dit, le Barça tu le retrouves au moins en quart ou en demi. Cela dit, dans le football européen, et l'expérience des dernières années nous l'a montré, c'est que c'est pas maintenant qu'il faut être fort, parce que des fois, les équipes comme le FC Barcelone, c'était forte et prête trop tôt, c'est au mois de mars, avril, où il faudra vraiment retrouver tout le peps et toute la puissance des équipes et des joueurs et des stars qui composent cette équipe. Je veux qu'on aille rapidement. À la fois, il faut quand même passer premier du groupe, parce que dans les deuxièmes, tu auras le Bayern Munich. Mais je pense que l'équipe du FC Barcelone a de l'avance par rapport à Manchester City, ne serait-ce que dans la confrontation directe, 3-1 et 4-0. C'est le Barça qui reste le grandissime favori. Demain, la Juventus de Turin. Et Leicester. On ne parle pas beaucoup de Leicester, mais Leicester a gagné tous ses matchs dans cette Ligue des Champions. L'équipe qui est dans le ventre mou de la Première Ligue anglaise, le champion d'Angleterre. La Juve et Leicester peuvent se qualifier dès demain. On a l'impression que Leicester a décidé de choisir son rêve. C'est-à-dire, bon, c'est pour moi un des plus gros exploits du sport moderne, ce titre de l'année dernière. Et on a l'impression qu'ils mettent tout sur la Ligue des Champions. Voilà, c'est assez difficile à croire. Mais quand on regarde la composition de l'équipe, par exemple, qui a joué contre, je pense, Chelsea, où je pense que Mahrez n'est même pas aligné, il rentre en fin de match, on a l'impression que... Ah bah ouais. Oui. Bah, ils savent très bien que cette année, ça va être difficile. Non, mais le message qu'envoie Ranieri, tu es contre Chelsea, tu es champion d'Angleterre, et tu laisses tes joyaux sur le banc de touche parce que tu te dis qu'il y a un coup à jouer en Ligue des Champions. Tout le monde sait que Leicester... Et pourtant, malgré un mauvais début de championnat, ils sont plutôt en train de remonter la barre, Leicester. Tout le monde sait que Leicester va pas enchaîner un deuxième titre. Tout le monde sait que ce miracle, c'est comme l'alignement des astres, l'éclipse. Voilà, c'est arrivé. Oui, ça peut arriver dans un autre pays, ça arrive avec Montpellier, ça peut arriver avec Nice, ça peut arriver avec d'autres équipes. Les bas qui fracassent le... Et là, il n'y a pas un carton, là. Non. Involontaire. Donc, alors, en attendant qu'il retrouve la voie, juste une précision quand il dit qu'on a l'impression, non, c'est pas une impression, Ranieri l'a déclaré. En tout début de saison, il dit c'est un miracle si on reste en première ligue. Aujourd'hui, on ira le plus loin possible. Non, mais sérieusement, il dit ne comptez pas sur nous pour gagner un deuxième titre. C'est un miracle s'il reste en première ligue. Et on va essayer de jouer notre va-tout et notre coup au maximum en Champions League. Et ma foi, apparemment, ils le jouent très très bien. Ils ont des joueurs pour. Ils ont perdu seulement Kanté, pardon. Alors dans cette émission, et surtout de ce côté de la table, on a de la casse une émission sur deux. Alors entre Amine, qui a fracassé le verre la dernière fois, et maintenant, sauf qu'un micro, ça coûte beaucoup. Sauf qu'un micro, ça coûte beaucoup plus cher qu'un verre. Un micro, ça coûte beaucoup. Parce que le stade Mohamed V nous manque. Voilà. Le stade Mohamed V nous manque. Rouvrez-le. Bon, mes amis, je veux qu'on parle aussi de la Juventus. Non, on va parler de Leicester, je vais dire une phrase. Rapidement. Ça, écoute, je trouverais ça magnifique si les renards de cette vaillante équipe arrivent à décrocher une demi ou un quart de finale, s'ils vendaient chèrement leur peau dans un retour glorieux contre un géant européen. Je pense que leurs supporters seraient comblés, et moi aussi en tant que
fan de ce genre de match à élimination directe où une équipe va tout donner sur une compétition qui est vraiment trop gros pour elle, mais c'est un plaisir à voir. Voilà. Alors mes amis, moi je travaille depuis 3 jours pour préparer cette émission. J'ai des images de la Juventus, donc je veux qu'on parle de la Juventus. On disait que la Juventus, déjà, là, ils dominent, on ne voit pas qui pourrait les empêcher de gagner, encore une fois, le titre de champion d'Italie. On s'inquiétait, ouais, la Juve sans Pogba. Franchement, Pogba est parti et la Juve n'est pas moins forte. Non, elle n'est pas moins forte. Elle récupère quelqu'un comme Marquisio, en plus, qui va faire beaucoup de bien. Je crois que dans ce groupe H, Séville, Dinamo Zagreb, la Juve et Lyon, la vraie question, c'est plutôt de savoir qui va décrocher la 3e place. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autre suspense que ça. Avant, la Juve avait perdu Vidal, on pensait qu'elle allait s'effondrer. Elle avait perdu Tevez, on pensait que c'était la fin. C'est une équipe qui est quand même capable qui fait un recrutement super intelligent et qui est, que je trouve très très brillante dans ses choix, je trouve. Ouais. Qui est brillante dans ses choix et c'est un club qui est plus fort que les joueurs qui y sont. Donc, c'est le propre aujourd'hui des clubs qui est dur. On a un club aussi pareil en Espagne. Parce qu'il faut bien faire une compétition, c'est l'Atlético Madrid qui chaque année perd son matador, perd son meilleur attaquant et chaque année se réinvente. Et c'est parti depuis 10 ans, depuis Nino, ils ont trouvé le départ. Ils ont toujours su se réinventer, ils ont toujours su exister. Et ben voilà, on voit les résultats qu'ils ont aujourd'hui au niveau européen. En tout cas, très belle transition là aussi, un club qui ne veut pas et qui ne veut plus perdre ses matadors, en tout cas pour les 2 prochaines années, c'est le Real Madrid. Joueur après joueur, le Real qui est en train de blinder son effectif, menacé d'une interdiction de recrutement. Le club merengue a décidé d'étendre le contrat de Gareth Bale jusqu'en 2022. Dernier épisode d'une vague de prolongation de contrat qui pourrait culminer avec qui? Avec la star Cristiano Ronaldo. Transféré en 2013 pour environ 100 millions d'euros et considéré à l'époque comme le joueur le plus cher de l'histoire, l'attaquant gaucher âgé de 27 ans est désormais lié jusqu'à ses 33 ans avec l'équipe madrilène. Un délai qui doit permettre au Real d'assurer ses arrières alors que le club a fait appel devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, de sa sanction d'interdiction de recrutement pour 2 mercatos successifs prononcés par la FIFA pour des irrégularités dans les transferts de mineurs. Bétonner le contrat de Bale est également utile pour repousser toute tentative d'approche extérieure, car l'international gallois a souvent suscité les convoitises du côté de la riche Première Ligue, dont il a été 2 fois le meilleur joueur avec Tottenham. Bale semble néanmoins intransférable. C'est l'un des symboles de la politique de recrutement de Florentino Pérez, qu'il a toujours défendu malgré le montant record versé à l'époque et effacé cet été par le transfert du Français Paul Pogba à Manchester United pour 105 millions d'euros. Après une période d'adaptation compliquée, l'ailier gallois a commencé à donner sa pleine mesure au sein du trio offensif BBC, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo et il a remporté 2 fois la Ligue des Champions avec le Real en 2014 et 2016. Je ne me vois pas comme un leader, mais j'essaie de donner l'exemple sur le terrain. J'essaie de donner 100% chaque match et donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et pour moi-même. C'est évident que le plus vous restez dans un club, le mieux vous y intégrez, le plus de responsabilités vous prenez. Je dois juste continuer sur la même lancée, continuer à aider le club pour remporter des trophées, c'est le plus important. Et après Bale, tous les regards à Madrid sont désormais tournés vers Ronaldo, qui ne fait pas mystère de sa volonté de signer un nouveau contrat avec le club qu'il avait rejoint en 2009 pour 94 millions d'euros. Son bail actuel court jusqu'en 2018 et le Portugais a souvent répété qu'il voulait achever sa carrière au Real. Voilà les grandes manœuvres du Real Madrid qui risque, comme je le disais tout à l'heure, de tomber donc cette décision d'interdiction de recruter pendant 2 mercato. Alors en l'espace de 3 semaines, le Real Madrid vient de prolonger l'Allemand Toni Kroos jusqu'en 2022, le Croate Luka Modric jusqu'en 2020 et puis l'Espagnol Lucas Vazquez jusqu'en 2021 et aujourd'hui Gareth Bale qui est le joueur, qui a été en tout cas le joueur le plus cher de l'histoire, qu'il est encore plus aujourd'hui. On parle, les médias anglais sont en train de donner des chiffres à faire tourner les têtes, des salaires hebdomadaires entre 380 à 390 000 euros. Oui, je pense que ça, effectivement, ça peut être, on sait comme les chiffres peuvent être un problème dans le vestiaire du Real. Effectivement, il va falloir que le contrat de Cristiano Ronaldo derrière soit
bétonné au-delà de ça, afin que les égos se calment, à mon avis. Après, moi, je trouve ça très intelligent. Je veux dire... ils n'ont pas le choix, là. Tu réponds aujourd'hui aux attentes de Ronaldo et tu le réévalues pour le mettre au niveau de Bale minimum. Si tu comptes toujours sur Ronaldo dans un an ou deux, pour qu'il soit ce leader, peut-être que plus maintenant. Au Real Madrid, c'était le cas il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, peut-être que le message qu'on veut lancer, c'est que la prochaine figure de proue de ce Real, ça sera Bale, qui est bien plus jeune que Ronaldo. Mais ça, c'est évident, ça c'est dans les plans du Real, que Gareth Bale soit de toute façon... Donc après, t'as pas besoin de remettre à niveau Ronaldo. Hein. Moi, je pense pour mieux le vendre, peut-être, pour mieux le vendre. Moi, je pense que j'en ai besoin, et aussi pour le prestige du Real Madrid, tout simplement, parce que je pense que c'est un club qui adore le Ballon d'Or, qui fait campagne pour le Ballon d'Or, et là, tu vas avoir un Ballon d'Or en titre, forcément que tu vas mettre le prix derrière. Il est toujours sous contrat. C'est 2018, il me semble. 2018, il a encore 2 belles saisons l'année devant prochaine. lui. C'est ça, 2 belles saisons devant lui. Il sera toujours Ballon d'Or à la fin de l'année, s'il devait l'être. Donc après, si effectivement augmenter le contrat pour mieux le revendre ailleurs, à Paris par exemple, tiens, toi, quand c'est quelque chose. Non, mais Gareth Bale, pour parler de Gareth Bale, il y a eu beaucoup de polémiques quand il est arrivé pour 100 millions d'euros, finalement. Gareth Bale... Ils n'ont pas dit 100 millions, ils avaient annoncé 91. Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est toujours mon débat éternel avec Fred Hermel. Hein. À chaque fois que je dis 100, il dit non, 91. Donc, il a confirmé, ce gars. Il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid. C'est sûr, quand on pense aux meilleurs joueurs de la planète, on ne pense pas forcément et tout de suite à Gareth Bale pour qu'il justifie ce salaire. Non, il faut bien se rendre compte, mais il faut bien se rendre compte aussi que c'est déjà un joueur assez discret et un joueur qui vit dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. C'est quand même très difficile de se faire une place quand on est Gareth Bale aujourd'hui au Real. Sur les chiffres, moi je suis pas habilité à commenter ces volumes-là. J'ai l'autorisation jusqu'à 100 000, 150 000. Après, je comprends plus. Dirham ou euro? Dirham. Mais chacun son. Voilà, moi j'ai une licence comme ça. Voilà, il y a des niveaux. Non, mais plus sérieusement, ça fait longtemps qu'on a compris qu'il faut pas parler de ces chiffres parce qu'on comprend rien, parce qu'on nous dit rien. On sait pas ce que ça veut dire. On connaît pas les clauses, on connaît pas les conditions. On sait pas ce que ça représente. Sur Neymar, on a parlé 2 ans, on a appris qu'il y avait des fichiers cachés. Sur Gareth Bale, on a compris après qu'il y avait une histoire de marché asiatique qui était intéressé par les stars de la Première Ligue, etc. Donc moi, je préfère rester tranquille par rapport à ça. Tu parlais de le déficit d'image de Bale. Oui, là, il y a un problème parce que Bale, tu parlais d'ombre de Ronaldo, pas seulement. Bale, même vis-à-vis des fans du Real, c'est quelqu'un qui est discret, qui est pas hispanophone, qui sort pas beaucoup, qui reste avec ses amis anglo-saxons. On n'est pas dans la tête de proue si on compte sur Bale pour remplacer Ronaldo en termes de volume, d'ego, d'image, de buzz, de machin. C'est un mauvais casting. Hein. Et pourtant, j'adore ce bonhomme et ce footballeur. Hein. Avant de se quitter, les amis, est-ce que vous vous rappelez du match Valence-FC Barcelone dernièrement, quand il y a eu ces bouteilles qui ont fusé sur les joueurs du Barça, quand ils fêtaient ce but dans les arrêts de jeu? Je vais vous proposer une petite vidéo. J'ai 2 vidéos aujourd'hui dans ma besace. La première qui met en scène des jeunes du FC Valence. Alors, non, il n'a pas fait. Quel talent! Non, c'est insultant. Je me permets de l'insulter. Il l'a pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Alors, j'ai 2 vidéos. La première qui met en scène des jeunes joueurs du FC Valence et qu'on va voir maintenant, qui se moquent de la MSN et des joueurs du Barça. On voit tout de suite cette vidéo. Avec le serre la bouteille qui passe juste à côté et les joueurs qui... Je trouve ça très mignon. Et puis, ils sont bien préparés pour l'avenir. C'est une très très belle réaction parce que ça a été vraiment une énorme polémique pour cet arbitrage désastreux lors de ce match. Et puis, je veux aussi vous montrer les images d'une équipe suédoise. C'est une équipe suédoise avant-dernière de son championnat. C'est le prestigieux club du FC Guelph, ou Guelph, comme vous voulez, qui a gagné un match. Et il a gagné loin de ses bases et il est allé fêter cette victoire. Regardez. Första halvlek där det var Kalmar som dominerade, men Gävle kom tillbaka starkt. Donc voilà, quand on aime, on dit quand on aime, on ne compte pas. Ça s'appelle le respect, ça c'est le respect du spectateur. Il y en a un seul. C'est magnifique. Ils n'ont pas pu récupérer avec eux, effectivement. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Je suis sûr que vous l'aimez tous. Il est tellement content. Voilà, exactement. Et on revoit donc ces images du seul supporter. Rapidement, il reste quelques
secondes et on l'aime tous, bien sûr, Diego Armando Maradona, qui sera notre invité ce jeudi à partir de 22h. 22h02, Diego Maradona dans un entretien exclusif accordé à Médien TV. Une séquence et après on en parle. A la gente de Marruecos que me espere, que voy a ir con todas mis ganas. Me voy a entrenar, vamos a hacer un partido por la paz seguramente. Voy a saludar a toda la gente de Marruecos por el cariño que me da. Y no se olviden que la paz y el hambre en el mundo lo tenemos que combatir entre todos. Maradona solo, o Messi, o Ronaldo, o el que sea, o la FIFA, o la ONU, no pueden solos. Tenemos que unirnos todos para encontrar la paz que queremos todos y que no haya hambre en el mundo. Un beso grande para Marruecos y nos estamos viendo. Voilà, Diego Armando Maradona, qu'on va retrouver jeudi à 22h. C'est la fin de cette édition du Club. Mille merci de l'avoir suivi. Ciao mes amis, à la semaine prochaine. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sport.